Mon fils a volé l'héritage de ma femme, j'espère que tu mourras de faim et sans un sou. Mais moi. Lorsque mon fils Alejandro m'a dit qu'il espérait que je meure de faim après avoir volé les 4,3 millions d'euros de l'héritage de ma défunte épouse, il ne savait pas que j'avais les documents originaux dans mon coffre-fort, ce qui prouvait qu'il avait falsifié la signature de sa mère. Ce qu'il a fait ensuite a été si cruel que j'ai décidé de l'effacer de ma vie pour toujours. Avant de continuer, s'il vous plaît, abonnez-vous à l'histoire de vengeance de Guillermo. Activez les notifications car nous avons de nouvelles histoires tous les jours. Laissez un j'aime et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Roberto Castillo, j'ai 68 ans et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais connaître mon fils Alejandro, que j'ai vu grandir pendant 42 ans. Je croyais avoir élevé un homme honorable et travailleur, qui respectait les valeurs que sa mère Elena et moi lui avions inculquées. J'avais terriblement tort. Tout a commencé le mardi 15 mars 2024, exactement 8 mois après les funérailles de ma chère épouse Elena. Ce jour-là, qui a changé ma vie pour toujours, Alejandro est arrivé chez moi, dans notre quartier exclusif de la grande ville, avec un sourire que je reconnais maintenant comme celui d'un prédateur. « Papa, nous devons parler de l'héritage de maman », a-t-il dit en s'asseyant sur le canapé où Elena avait l'habitude de lire ses romans d'amour. Ces mots sonnaient étrangement formels, presque répétés. J'aurais dû m'en rendre compte. Puis, Alejandro a sorti un dossier de couleur beige et l'a posé sur la table basse. J'ai examiné tous les papiers avec mon avocat, et il s'avère que maman a tout laissé très clair dans son testament. La maison du lac, les actions de l'entreprise et les 4,3 millions d'euros sur les comptes d'épargne. Tout est à mon nom. Le monde s'est arrêté un instant. Elena et moi avions parlé de nos testaments à de nombreuses reprises. Elle avait toujours été très claire, elle voulait que j'hérite de tout, et après mon décès, Alejandro recevrait l'héritage. C'était une décision logique, considérant que j'étais plus âgé et que j'aurais besoin des ressources pour mes dernières années. Alejandro, ce n'est pas possible, ai-je dit, sentant un étrange frisson parcourir mon dos. Ta mère et moi avions convenu que j'hériterais de ces biens et que tu les recevrais après ma mort. L'expression d'Alejandro a changé instantanément. Le masque du fils attentionné a disparu, révélant quelque chose qui m'a glacé le sang. Papa, ne vous laissez pas troubler par votre âge avancé. Voici les documents officiels, signés par maman et certifiés par le notaire, Maître Martinez. Tout est en ordre. J'ai pris les documents avec des mains tremblantes. En effet, la signature d'Elena était là, apparemment authentique, laissant toute sa fortune directement à Alejandro. Mais quelque chose clochait. Je connaissais l'écriture de ma femme comme ma poche après 45 ans de mariage. Et bien que la signature ressemblât à la sienne, il y avait quelque chose de différent. J'ai besoin de temps pour digérer ça, ai-je murmuré, sentant la pièce tourner autour de moi. Il n'y a rien à digérer, papa. J'ai déjà entamé toutes les démarches légales. L'argent est en cours de transfert sur mon compte. La maison du lac aussi. Alejandro s'est levé, lissant sa chemise avec une arrogance que je n'avais jamais vue chez lui. Considérez cela comme une avance sur votre héritage. De toute façon, tout m'aurait appartenu un jour ou l'autre. C'est alors que j'ai dit quelque chose qui allait changer notre relation pour toujours. Alejandro, si c'est réel, je respecterai les volontés de ta mère. Mais si je découvre la moindre irrégularité dans ces documents, les conséquences seront sévères. Mon fils a ri. Un rire froid et calculateur qui m'a transpercé comme une dague. Les conséquences venant d'un vieil homme qui ne se souvient même pas où il a mis les clés de sa voiture. Papa, acceptez la réalité. Maman était plus intelligente que vous et savait que je prendrais mieux soin de son argent. Ta mère m'aimait, Alejandro. Elle n'aurait jamais fait une chose pareille sans me consulter. L'aimiez-vous vraiment? Alejandro s'est approché de moi, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de mon propre fils. Parce que si vous l'aimiez vraiment, vous respecteriez ses dernières volontés au lieu de remettre en question sa décision. Cette nuit-là, après le départ triomphal d'Alejandro, je me suis assis dans le bureau que j'avais partagé avec Elena pendant tant d'années. Ses photographies me regardaient de chaque coin, et je pouvais presque entendre sa douce voix me dire « Roberto, quelque chose ne va pas ». Les jours suivants, Alejandro a commencé à faire des changements spectaculaires dans son style de vie. Il avait soudain une nouvelle voiture de luxe, une berline importée haut de gamme. Il avait loué un appartement de luxe en centre-ville et publié sur les réseaux sociaux des photos de dîner dans les restaurants les plus chers de la ville. Chaque fois que je le voyais, un morceau de mon cœur se brisait un peu plus,
non pas pour l'argent, mais parce que je découvrais qui était vraiment mon fils. Le vendredi 8 avril, 3 semaines après cette conversation qui a bouleversé ma vie, Alejandro est revenu me voir. Cette fois, il n'est pas venu pour m'informer, mais pour m'humilier. « Papa, j'ai réfléchi à votre situation », a-t-il dit, examinant les photos de famille comme s'il s'agissait de marchandises dans un magasin d'occasion. « Je pense que vous devriez envisager de déménager dans un endroit plus approprié à votre âge et à vos nouvelles circonstances économiques. C'est ma maison, Alejandro. J'ai vécu ici avec ta mère. Tous nos souvenirs sont ici. Les souvenirs ne paient pas les factures, papa. Et considérant que vous dépendez maintenant uniquement de votre pension. » Alejandro fit une pause dramatique, savourant chaque mot qu'il s'apprêtait à prononcer. « Eh bien, disons que maintenir une maison aussi grande va être compliqué. » C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas la tristesse que j'avais ressentie pendant des semaines, mais une colère froide et calculatrice que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Tu sais quoi, Alejandro, ai-je dit en me levant lentement de mon fauteuil. Ta mère serait très fière de voir ce que tu es devenu. » Mon sarcasme parut l'amuser. « Oh, j'en suis sûr. Après tout, c'est elle qui a décidé de tout me laisser. » « Oui, ai-je répondu en le regardant droit dans les yeux. Je suis sûr que c'est exactement ce qu'elle aurait voulu. Cette nuit-là, pendant qu'Alejandro célébrait son héritage dans une boîte de nuit du centre-ville, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies pour toujours. Je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert le coffre-fort qu'Elena et moi avions installé des années auparavant. À l'intérieur, soigneusement organisé et protégé, se trouvaient tous nos documents les plus importants, titres de propriété, testaments originaux, polices d'assurance, certificats de mariage et de naissance. J'ai pris le testament original d'Elena, daté et signé seulement 6 mois avant sa mort, et je l'ai comparé aux documents qu'Alejandro m'avait montrés. La différence était subtile, mais indéniable pour quelqu'un qui avait vu la signature d'Elena des milliers de fois. L'inclinaison de certaines lettres, la pression du stylo. De petits détails que seul un mari de 45 ans pouvait remarquer. Alejandro avait falsifié la signature de sa mère décédée pour voler mon héritage. À ce moment, avec la preuve irréfutable entre mes mains, j'ai su que la guerre avait commencé, et mon fils n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Au cours des 3 jours suivants, je me suis plongé dans une enquête méticuleuse qui aurait impressionné même Elena, qui avait toujours admiré mon sens du détail. J'ai étalé tous les documents sur la table de la salle à manger, le testament falsifié d'Alejandro d'un côté, les papiers originaux de l'autre. La différence était accablante une fois que l'on savait quoi chercher. Dans le testament authentique qu'Elena avait signé le 22 septembre 2023, à peine 2 mois avant son diagnostic de cancer du pancréas, son écriture montrait sa fermeté habituelle. Le E d'Elena avait son inclinaison caractéristique vers la droite, et le S de Castillo se terminait par cette petite fioriture qu'elle avait développée depuis sa jeunesse. Dans la contrefaçon d'Alejandro, ces détails avaient été imités, mais pas parfaitement. La pression du stylo était inconstante, comme si quelqu'un avait lentement tracé chaque lettre en essayant de copier un modèle. Encore plus révélateur, Elena datait toujours ses documents importants en écrivant le mois en toutes lettres, septembre, jamais abrégé. Le faux document indiquait de septembre 2023. Mais la preuve la plus concluante est venue lorsque j'ai examiné les relevés bancaires que je gardais dans mon classeur personnel. Elena était décédée le 14 novembre 2023. Le prétendu testament qu'Alejandro m'avait montré était daté du 5 décembre 2023. Mon fils avait falsifié un document daté de 3 semaines après la mort de sa mère. Cette révélation m'a frappé comme un marteau. Non seulement il avait falsifié la signature, mais il avait inventé une date impossible, comptant sur ma douleur pour m'empêcher de vérifier les détails. Pendant 42 ans, j'avais sous-estimé la capacité de manipulation de mon propre fils. Le samedi 11 avril, alors qu'Alejandro publiait des photos de sa nouvelle montre de luxe sur Instagram, j'ai commencé à reconstituer la chronologie de son plan. J'ai repassé chaque conversation que nous avions eue pendant les derniers mois de la vie d'Elena, chaque visite à l'hôpital, chaque moment où il avait été seul avec les documents familiaux. Je me suis souvenu très clairement du jour où Elena est entrée dans le coma. Le 8 novembre, Alejandro avait insisté pour rester à l'hôpital cette nuit-là pendant que je me reposais à la maison. « Papa, tu es ici depuis 5 jours d'affilée. Rentre à la maison, prends une douche, mange quelque chose de chaud. Je resterai avec maman. » Au début, j'avais pensé que c'était de la considération filiale. Maintenant, je comprenais que c'était de l'opportunisme. Cette nuit-là,
probablement pendant que sa mère agonisait, Alejandro avait photographié tous nos documents importants. Il avait accès à nos signatures, nos cachets, toutes nos informations bancaires. Le mardi 14 avril, exactement un mois après sa première visite triomphale, Alejandro est revenu à la maison. Cette fois, il arborait une attitude encore plus arrogante. Il se promenait dans la maison comme s'il en était déjà le propriétaire, évaluant les meubles, regardant les œuvres d'art qu'Elena et moi avions collectionnées pendant des décennies. « Papa, j'ai réfléchi à l'avenir de cette propriété », a-t-il dit en examinant le piano à queue sur lequel Elena jouait le dimanche matin. Évidemment, entretenir une maison de près de 400 mètres carrés pour une seule personne est un gaspillage de ressources. Cette maison a une valeur sentimentale, Alejandro. La valeur sentimentale ne génère pas de revenus. Il s'est assis sur le banc du piano et a joué quelques notes discordantes. J'ai parlé à quelques agents immobiliers. Sur le marché actuel, nous pourrions obtenir au moins 750 000 € pour cette propriété. Nous pourrions. Enfin, je pourrais. Techniquement, selon le testament de maman, je suis le seul héritier de la famille. Alejandro a refermé le couvercle du piano avec plus de force que nécessaire. Mais je suis généreux, papa. Je suis prêt à partager les bénéfices avec vous. Disons 90 000 € pour votre retraite, c'est plus que ce que beaucoup de gens de votre âge possèdent. Pendant cette conversation, j'ai gardé une maîtrise de moi surhumaine. Chaque fibre de mon être voulait le confronter sur le champ, lui montrer les vrais documents, l'exposer comme le voleur qu'il était. Mes 45 ans à construire une entreprise à partir de rien m'avaient appris la valeur de la patience stratégique. C'est une proposition intéressante, ai-je répondu calmement. Laisse-moi y réfléchir. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir, papa. Les chiffres sont clairs. Alejandro s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre donnant sur le jardin où Elena cultivait ses roses. De plus, à votre âge, vivre seul dans une si grande maison est dangereux. Une chute, un problème cardiaque. Vous pourriez rester là pendant des jours sans que personne ne s'en aperçoive. Ces paroles sonnaient comme une menace à peine voilée. Il ne calculait pas seulement mon argent, mais aussi ma vulnérabilité physique. Cette nuit-là, après son départ, j'ai appelé le notaire, Maître Martinez, qui gérait nos affaires juridiques depuis plus de 20 ans. Martinez connaissait Elena avant même notre mariage. Son père avait été le notaire de la famille Castillo pendant des décennies. « Roberto, quel plaisir de vous entendre », a dit Martinez avec cette voix chaleureuse qui m'avait toujours rassuré. « Comment allez-vous depuis le départ d'Elena ?»« Maître, je dois vous poser une question très spécifique sur le testament d'Elena. » Il y eut une brève pause. « Bien sûr. Y a-t-il un problème avec la documentation ?» Alejandro m'a montré un testament où Elena lui léguerait directement tout son héritage. Daté de décembre 2023. Le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Finalement, Martinez a parlé, sa voix un mélange de confusion et d'inquiétude. Roberto, c'est impossible. Le dernier testament qu'Elena a signé dans mon bureau date de septembre 2023, et dans ce document, vous êtes l'unique bénéficiaire de tous ces biens. Elena a été très spécifique sur ce point. Vous en êtes absolument certain? J'ai les originaux dans mon coffre-fort. Avec les enregistrements vidéo de la signature. Elena a insisté pour que tout soit documenté de manière exhaustive en raison de son diagnostic. Elle voulait s'assurer qu'il n'y aurait aucune ambiguïté juridique après sa mort. Cette confirmation a été le dernier clou dans le cercueil de ma relation avec Alejandro. Non seulement il avait falsifié des documents, mais il avait inventé un testament entièrement fictif, sachant que j'étais émotionnellement vulnérable à cause de la perte d'Elena. Au cours des jours suivants, j'ai poursuivi mon enquête avec la méticulosité d'un détective. J'ai examiné les relevés bancaires d'Alejandro des 6 derniers mois, des documents auxquels j'avais accès car j'avais été co-débiteur pour son premier appartement des années auparavant. Les schémas financiers ont révélé la planification de sa tromperie. En novembre, juste après la mort d'Elena, Alejandro avait contacté plusieurs cabinets d'avocats spécialisés en droit des successions. En décembre, il avait effectué des paiements à un spécialiste en documents dont j'ai reconnu le nom dans certains scandales médiatiques. En janvier 2024, Alejandro avait commencé à liquider ses propres petits investissements, comme s'il se préparait à une grosse rentrée d'argent. En février, il avait consulté des conseillers financiers sur la manière de gérer un héritage important imminent. Tout avait été prémédité, calculé, exécuté avec une froideur qu'il m'était impossible d'associer à l'enfant que j'avais élevé,
au jeune homme que j'avais consolé lorsqu'il s'était cassé la jambe à 12 ans, à l'homme qui avait pleuré dans mes bras le jour où Elena avait reçu son diagnostic. Le dimanche 20 avril, alors que j'organisais toutes les preuves dans des dossiers séparés, j'ai reçu un appel qui a failli me provoquer une crise cardiaque. Papa, la voix d'Alejandro était déformée, probablement par l'alcool. Je dois te dire quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il y a, Alejandro? Je suis au casino du centre-ville, et je viens de perdre 9 000 € en une seule nuit. Mon cœur s'est arrêté. Que as-tu dit? Calme-toi, papa. J'ai plus de 4 millions. 9 000 €, c'est de la petite monnaie. Son rire sonnait hystérique, incontrôlé. Tu sais quelle est la meilleure partie? Je joue avec l'argent que maman m'a laissé. Elle disait toujours de faire attention à l'argent, mais maintenant que c'est le mien, je peux faire ce que je veux. Alejandro, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut en parler. Parler de quoi? De comment maman me préférait à toi. De comment elle a finalement reconnu qui était le plus capable de gérer la fortune familiale? Sa voix est devenue cruelle, venimeuse. Papa, accepte la réalité. J'ai toujours été plus intelligent que toi, et maman le savait. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Cette nuit-là, en écoutant la pluie frapper les fenêtres du foyer que j'avais partagé avec Elena, j'ai pris la décision finale. Alejandro n'avait pas seulement volé l'argent de sa mère décédée, il le détruisait dans une spirale d'autodestruction qui aurait brisé le cœur d'Elena. Il était temps que mon fils apprenne les conséquences de sous-estimer son père. Le lundi 21 avril s'est levé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Après des semaines de douleur et d'incertitude, j'avais enfin un objectif clair, prouver légalement que mon fils avait commis une série de crimes graves contre la mémoire de sa mère et contre moi. À 9 heures précises, j'ai composé le numéro de Maître Ramirez, un avocat spécialisé en droit pénal et civil que j'avais rencontré des années auparavant lors d'un litige commercial. Ramirez avait la réputation d'être implacable en matière de fraude documentaire, et son expérience dans des cas similaires faisait de lui la personne idéale pour ma situation. Maître, j'ai besoin de votre aide professionnelle pour une affaire très délicate, lui ai-je expliqué après les salutations d'usage. Elle implique la falsification de testaments, la fraude financière et le vol d'héritage. Roberto, ce sont des accusations très graves. Êtes-vous absolument certain de ce que vous me dites? J'ai des preuves physiques irréfutables. Nous pouvons nous rencontrer aujourd'hui. 2 heures plus tard, j'étais assis dans le bureau de Maître Ramirez, dans le quartier financier, entouré d'étagères remplies de codes juridiques et de précédents judiciaires. J'avais apporté tous les documents, organisés dans des dossiers méticuleusement étiquetés, originaux, contrefaçons, relevés bancaires et la chronologie complète des événements. Ramirez a examiné chaque document avec la concentration d'un chirurgien. Son expression devenait de plus en plus sérieuse à chaque page qu'il tournait. Lorsqu'il est arrivé à la comparaison entre les signatures authentiques d'Elena et les signatures falsifiées, il a sifflé doucement. C'est un cas d'école de falsification de documents aggravés, a-t-il murmuré, utilisant une loupe pour examiner les détails. La différence dans la pression du trait est évidente, même sans analyse forensique professionnelle. Quelles sont nos options légales? Plusieurs fronts d'attaque. Ramirez s'est adossé à son fauteuil et a commencé à les énumérer avec ses doigts. Falsification de documents publics, passible de 6 mois à 3 ans de prison. Fraude aggravée par le lien de parenté et le montant, ce qui pourrait signifier de 1 à 6 ans. Usurpation d'identité en se faisant passer pour l'héritier légitime. Et la récupération de l'argent. C'est la partie intéressante. Étant donné que les fonds ont été obtenus par des documents frauduleux, tout virement bancaire basé sur ces documents est légalement nul. Nous pouvons demander un gel immédiat de tous les comptes où cet argent a été déposé. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Après des semaines à me sentir impuissant, je voyais enfin un chemin vers la justice. Nous aurons besoin d'un expert graphologue officiel, a poursuivi Ramirez. Je connais le meilleur expert légiste du pays pour ce type d'analyse. Il s'appelle l'expert Valenzuela et a témoigné dans des affaires très médiatisées au cours des 15 dernières années. Combien de temps prendra tout le processus pour obtenir les mesures de gel conservatoire? Je peux déposer la plainte demain matin. Les tribunaux de la ville sont efficaces dans les cas de fraude financière familiale. Quant à l'analyse graphologique, Valenzuela peut avoir des résultats préliminaires en 72 heures. Cet après-midi-là, pendant que Ramirez préparait les documents juridiques, je me suis consacré à une tâche que j'avais reportée,
contacté toutes les banques où Elena et moi avions des comptes joints pour les informer de la situation frauduleuse. Le premier appel fut pour la banque principale, où Elena avait son compte principal depuis l'âge de 25 ans. J'ai parlé à la directrice de l'agence, Madame Lopez, qui se souvenait parfaitement d'Elena après ses visites régulières pendant des décennies. Monsieur Castillo, je suis profondément désolé pour votre perte, a dit Madame Lopez avec une compassion sincère. Madame Elena était l'une de nos clientes les plus chères. Comment puis-je vous aider? Madame, je dois signaler une situation de fraude liée au compte d'Elena. J'ai des raisons de croire que quelqu'un a utilisé des documents falsifiés pour accéder à ces fonds. Le ton de Madame Lopez est immédiatement passé à un ton professionnel et alerte. Monsieur Castillo, c'est extrêmement grave. Pouvez-vous venir à l'agence immédiatement? Nous devons documenter officiellement cette plainte. À l'agence bancaire, Madame Lopez a examiné tous les mouvements sur les comptes d'Elena depuis novembre. Ce que nous avons découvert était encore pire que ce que j'avais imaginé. Alejandro n'avait pas seulement transféré les 4,3 millions d'euros. Il avait utilisé les faux documents pour accéder à un compte d'investissement dont j'ignorais l'existence, où Elena avait gardé 750 000 euros supplémentaires en obligations d'État. Monsieur Castillo, selon nos registres, ces transferts ont été effectués en présentant une procuration qui aurait accordé à Alejandro Castillo le contrôle total de tous les comptes de Madame Elena, a expliqué la directrice en imprimant les documents pertinents. Pouvez-vous geler immédiatement tout compte où ces fonds ont été déposés? Une fois que nous aurons l'ordonnance du tribunal, oui. Mais je peux vous dire que nous avons identifié 3 comptes différents où des dépôts substantiels ont été effectués ces derniers mois. Le mardi 22 avril, l'expert Valenzuela, l'expert légiste, est arrivé chez moi pour effectuer l'analyse. C'était un homme méticuleux d'une 50aine d'années, avec des loupes spécialisées et une mallette remplie d'instruments qui semblaient sortis d'un film de détective. Monsieur Castillo, j'ai examiné les documents que votre avocat m'a envoyés, a-t-il dit en installant son équipement sur ma table de salle à manger. À première vue, il y a des divergences évidentes entre les échantillons d'écriture authentique et les documents contestés. Pendant les 3 heures suivantes, Valenzuela a soumis chaque document à un examen microscopique. Il a utilisé la lumière ultraviolette pour analyser l'encre, mesurer la pression du trait avec des instruments spécialisés et comparer chaque lettre avec des échantillons authentiques de l'écriture d'Elena que je lui avais fournie. La preuve est concluante, a-t-il finalement dit. Ces signatures ont été faites par quelqu'un qui tentait d'imiter l'écriture de votre femme, mais qui manquait de la mémoire musculaire développée pendant des décennies d'écriture d'une manière spécifique. Les différences sont subtiles pour un œil non averti, mais indubitables pour l'analyse forensique. Quelle est la solidité de cette preuve au tribunal? Incontestable. J'ai 30 ans d'expérience à témoigner dans des cas similaires et j'ai rarement vu des contrefaçons aussi évidentes. Celui qui a fait ça a gravement sous-estimé la sophistication de l'analyse graphologique moderne. Le mercredi 23 avril, Maître Ramirez a officiellement déposé la plainte pénale contre Alejandro au tribunal central. La plainte incluait tous les délits que nous avions identifiés, étayés par l'analyse graphologique, les relevés bancaires et les déclarations de témoins. Le même après-midi, j'ai reçu un appel qui m'a rempli d'une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Monsieur Castillo, je suis la juge Catalina Herrera du tribunal d'instruction numéro 12. Nous avons examiné votre plainte et les preuves présentées. Compte tenu de la gravité des accusations et de la solidité des preuves préliminaires, nous procédons à des mesures conservatoires immédiates. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que demain matin, nous procéderons à la saisie préventive de tous les comptes bancaires où les fonds obtenus frauduleusement ont été déposés. Tous les biens acquis avec cet argent seront également gelés. Cette nuit-là, en préparant le dîner dans la cuisine où Elena avait l'habitude d'expérimenter de nouvelles recettes, j'ai senti pour la première fois en des mois que j'honorais correctement sa mémoire. Je ne permettrai pas que son souvenir soit souillé par la cupidité et la trahison de notre propre fils. Le jeudi 24 avril à 8 heures du matin, des agents de justice se sont présentés simultanément à 3 endroits, l'appartement de luxe qu'Alejandro avait loué, le concessionnaire BMW où était garé son nouveau véhicule, et les bureaux de la banque principale où il détenait ses principaux comptes. Je n'ai assisté directement à aucune de ces procédures, mais Ramirez m'a tenu informé minute par téléphone. Roberto, les mesures conservatoires ont été exécutées sans problème, m'a-t-il informé à 10 heures. Tous les comptes d'Alejandro ont été gelés. La BMW a été saisie et son propriétaire a été informé que la caution et les loyers de l'appartement ont été payés avec des fonds d'origine frauduleuse. Et Alejandro? Sait-il ce qui se passe?
pas encore. Les agents n'ont pas eu à le contacter directement. Il s'en rendra compte lorsqu'il tentera d'accéder à ses comptes ou d'utiliser ses cartes de crédit. J'ai passé le reste de la journée dans un état d'anticipation nerveuse. Je savais qu'à tout moment, Alejandro découvrirait que son monde construit sur des mensonges et de faux documents s'effondrait. Et quand cela arriverait, je connaîtrais enfin la vraie personnalité de l'homme que j'avais élevé pendant 42 ans. L'attente était sur le point de se terminer, et la justice commençait enfin à se mouvoir avec la précision implacable qu'Elena avait toujours admirée dans le système légal. Le vendredi 25 avril a marqué le début de mon opération silencieuse pour démanteler méthodiquement la vie de luxe qu'Alejandro avait construite avec l'argent volé à sa mère. Pendant qu'il dormait, probablement avec la gueule de bois d'une autre nuit de gaspillage dans les casinos du centre-ville, j'exécutais déjà la première phase de mon plan. À 7 heures du matin, j'ai contacté l'agence immobilière exclusive qui gérait l'appartement de luxe qu'Alejandro avait loué dans un gratte-ciel. J'ai parlé directement au propriétaire, Monsieur Soli, un homme d'affaires qui avait hérité de plusieurs immeubles dans le centre. Monsieur Soli, je m'appelle Roberto Castillo. Je suis le père du locataire, Alejandro Castillo, de l'appartement 312 de votre immeuble. Ah oui, je connais votre fils. Un jeune homme très élégant. En quoi puis-je vous aider? Je crains de devoir vous informer que mon fils a payé le loyer avec des fonds obtenus frauduleusement. J'ai une ordonnance du tribunal ici certifiant que tout l'argent utilisé pour la caution et les paiements mensuels provient d'un compte financé par des documents falsifiés. Le silence de l'autre côté de la ligne fut long. Monsieur Soli était un homme d'affaires expérimenté qui a immédiatement compris les implications légales de ce que je lui expliquais. Monsieur Castillo, c'est très grave. Que voulez-vous que je fasse? Le contrat de location doit être résilié immédiatement en raison de l'origine illicite des paiements. Selon la loi, tout contrat financé avec de l'argent provenant d'activités criminelles est nul et non avenu. 2 heures plus tard, j'ai reçu la confirmation que le contrat d'Alejandro avait été annulé. On lui avait donné 24 heures pour quitter l'appartement, et la caution de 5 500 € serait retenue en compensation des désagréments juridiques. Mon deuxième appel fut pour le concessionnaire BMW de l'avenue principale, où Alejandro avait acheté sa série 7 pour 53 000 €. Le directeur des ventes, Antonio Ruiz, se souvenait parfaitement de la transaction car Alejandro avait payé en espèces, chose rare pour des véhicules de ce prix. Monsieur Ruiz, le paiement effectué par mon fils pour ce véhicule provient de fonds frauduleux, lui ai-je expliqué après m'être présenté. J'ai des documents judiciaires qui prouvent que l'argent a été obtenu par la falsification de documents testamentaires. C'est très compliqué, Monsieur Castillo. Le véhicule est déjà enregistré au nom de votre fils. Je comprends la situation, mais la loi est claire. Tout bien acquis avec de l'argent d'origine illicite peut être saisi et restitué au patrimoine légitime. Mon avocat peut vous envoyer la documentation complète si nécessaire. Antonio a coopéré une fois qu'il a compris la gravité juridique de l'affaire. La BMW a été saisie le même après-midi dans le parking souterrain de l'immeuble d'Alejandro. Quand il essaierait de l'utiliser, il découvrirait qu'elle avait été confisquée par ordonnance du tribunal. Mais mon coup le plus stratégique de cette journée a été de contacter toutes les banques où Alejandro avait des comptes. Comme j'avais été son garant financier pendant des années, j'avais accès à des informations sur ses principales opérations bancaires. Mon premier appel a été à la banque City Trust, où Alejandro avait ouvert un compte premium après avoir reçu l'héritage. J'ai parlé au directeur de l'agence, Francisco, qui connaissait mon impeccable historique de crédit depuis des décennies. Francisco, je dois signaler une situation de fraude qui affecte directement les comptes de mon fils, Alejandro Castillo. Roberto, bien sûr. De quel type de fraude s'agit-il? Les fonds que mon fils a déposés sur son compte proviennent de documents testamentaires falsifiés. J'ai une ordonnance du tribunal pour le gel immédiat de tout compte financé avec ses ressources. Francisco a examiné les mouvements sur le compte d'Alejandro pendant que nous parlions au téléphone. Ce qu'il a découvert l'a laissé sans voix. Roberto, au cours des 3 derniers mois, votre fils a fait transiter plus de 4,5 millions d'euros par cette agence. Il a effectué des transferts vers des comptes en Suisse, acheté des certificats de dépôt pour des montants énormes et même investi dans des crypto-monnaies. Des crypto-monnaies? Oui. Il a acheté du Bitcoin et de l'Ethereum pour environ 750 000 €. Il a également effectué des transferts vers des casinos en ligne et des plateformes d'investissement à haut risque. Cette information m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Alejandro n'avait pas seulement volé l'argent de sa mère, il le dilapidait de manière qu'Elena n'aurait jamais imaginée.
Chaque euro dépensé en jeu de hasard et en spéculation financière était une insulte supplémentaire à sa mémoire. Francisco, je veux que vous geliez immédiatement toutes ces opérations et je veux un rapport détaillé de chaque transaction effectuée depuis novembre 2023. À 15 heures, j'ai reçu des appels similaires de la banque principale et d'autres, confirmant qu'ils avaient procédé au gel des comptes d'Alejandro. Au total, ils avaient immobilisé 5,7 millions d'euros répartis dans différents produits financiers. Mais le coup le plus dévastateur que j'ai préparé pour Alejandro ce jour-là a été l'annulation de toutes les cartes de crédit que j'avais garanties pendant des années. Alejandro avait 4 cartes premium avec des limites combinées de 140 000 euros, toutes adossées à mes actifs personnels. J'ai contacté chaque émetteur en expliquant la situation juridique et en demandant l'annulation immédiate des cartes en raison d'une activité frauduleuse de la part de l'utilisateur. À 18 heures, Alejandro n'avait plus accès à aucun moyen de paiement électronique. Le samedi 26 avril s'est déroulé dans un silence inquiétant. Alejandro n'avait toujours pas tenté de me contacter, ce qui suggérait qu'il n'avait pas encore découvert l'ampleur de sa situation. Il avait probablement passé la nuit de vendredi dans un club exclusif, confiant que ses cartes et ses comptes fonctionnaient toujours normalement. J'ai consacré cette journée à préparer la phase finale de ma stratégie, l'élimination complète d'Alejandro de tous mes testaments et polices d'assurance. Cela a nécessité un examen approfondi de tous les documents où il apparaissait comme bénéficiaire. Mon testament principal, rédigé en 2020, nommait Alejandro comme l'héritier universel de tous mes biens après ma mort. Il était également le bénéficiaire de ma police d'assurance vie d'une valeur de 830 000 euros et avait des droits sur le plan de retraite de mon entreprise, accumulés sur 40 ans de travail. J'ai contacté mon notaire de confiance, Patricio Silva, pour prendre un rendez-vous urgent pour le lundi suivant. Patricio connaissait Elena depuis des années et comprendrait parfaitement mes motivations pour ces changements drastiques. Le dimanche 27 avril, alors que j'assistais à la messe dominicale à la cathédrale où Elena et moi nous étions mariés, j'ai réfléchi à ce que j'avais accompli en seulement 3 jours de travail silencieux. Alejandro découvrirait bientôt que le contrat de location de son appartement de luxe était annulé, sa BMW saisie, ses comptes bancaires gelés et ses cartes de crédit annulées. Plus important encore, il découvrirait que tout cela s'était produit parce que j'avais découvert sa fraude et pris des mesures juridiques définitives. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel de Ramirez avec des nouvelles qui ont accéléré mon pouls. Roberto, j'ai des informations importantes. Alejandro a tenté d'accéder à son compte à la banque principale ce matin en utilisant l'application mobile. Le système lui a affiché un message, compte restreint temporairement par ordonnance du tribunal. A-t-il tenté de contacter la banque? Oui, mais c'est dimanche et les bureaux sont fermés. Il n'a pu parler qu'au service client de base, qui n'est pas autorisé à donner des détails sur les ordonnances judiciaires. Sais-tu où il est maintenant? Selon nos contacts, il a passé la nuit à l'hôtel Villamagna. Apparemment, il n'a pas pu retourner à son appartement car le propriétaire a changé les serrures ce matin. L'image d'Alejandro dormant dans un hôtel de luxe, sans savoir que demain il se réveillerait dans un monde complètement différent, m'a donné un mélange de satisfaction et de tristesse. Pendant 42 ans, il avait été mon fils. Maintenant, il était devenu un escroc qui avait volé sa propre mère décédée. Le lundi 28 avril serait le jour où Alejandro comprendrait enfin les conséquences de sous-estimer son père. Et j'étais prêt pour chacun de ces appels désespérés, chacune de ces tentatives de manipulation, chacune de ces supplications de pardon. La justice se déplaçait lentement, mais avec une précision implacable qu'Elena aurait admirée. Et le meilleur, c'est qu'Alejandro n'avait toujours aucune idée que la guerre avait commencé et qu'il était déjà en train de la perdre. Le lundi 28 avril, à 9 heures précises, je suis arrivé à l'étude de maître Patricio Silva, dans un quartier chic de la ville. J'avais apporté tous les documents nécessaires pour effectuer les changements les plus drastiques qu'un père puisse faire, éliminer complètement son fils de son héritage financier et patrimonial. Patricio m'a accueilli dans son bureau avec la solennité que l'occasion méritait. C'était un homme de 63 ans qui gérait les affaires juridiques de ma famille depuis plus de 2 décennies. Il avait rédigé le testament d'Elena, certifié l'achat de notre maison et assisté à tous les moments importants de notre vie. Roberto, j'ai examiné les documents que vous m'avez envoyés concernant la situation avec Alejandro, a-t-il dit en organisant les papiers sur son bureau en acajou. Je dois avouer qu'en 40 ans de pratique, j'ai rarement vu un cas de trahison familiale aussi calculé et cruel. Patricio, je veux que vous compreniez que je ne prends pas cette décision par vengeance, mais par principe. Un homme capable de falsifier la signature de sa mère décédée pour voler son héritage ne mérite pas un seul euro de mon patrimoine.
Patricio a hoché gravement la tête. Je comprends parfaitement vos motivations. Procédons aux modifications testamentaires. Le processus fut méticuleux et exhaustif. D'abord, nous avons examiné mon testament actuel ligne par ligne, identifiant chaque mention d'Alejandro comme bénéficiaire. C'était décourageant de voir combien de fois j'avais inclus des dispositions spéciales pour assurer son bien-être futur. Voici la clause principale, a souligné Patricio. Je nomme comme mon unique et universel héritier de tous mes biens, droits et actions, mon fils Alejandro Castillo, dans l'espoir qu'il honore la mémoire de sa mère et perpétue les valeurs familiales que nous avons cultivées pendant des générations. Ces mots, écrits il y a seulement 4 ans avec tant d'amour paternel, sonnaient maintenant comme une cruelle plaisanterie du destin. Je veux que cette clause soit entièrement supprimée et remplacée, ai-je dit à Patricio. À la place, je veux établir un legs caritatif qui honore vraiment la mémoire d'Elena. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons rédigé un testament entièrement nouveau. Mon patrimoine complet, évalué à environ 2,9 millions d'euros, serait réparti entre 3 organisations caritatives qu'Elena avait soutenues de son vivant, l'Association du Cœur, les œuvres de charité de la ville et la Société américaine du cancer. Je veux aussi inclure une clause spécifique sur Alejandro, ai-je expliqué à Patricio pendant qu'il transcrivait mes instructions. Je veux qu'il soit expressément mentionné qu'Alejandro Castillo est exclu de tout bénéfice testamentaire en raison d'actes frauduleux judiciairement prouvés contre le patrimoine familial. Roberto, c'est une clause très forte. Une fois incluse, il sera pratiquement impossible pour Alejandro de contester légalement le testament. C'est exactement ce que je cherche. Pendant que Patricio préparait les documents finaux, je me suis occupé de la 2e phase de mon plan, modifier mes polices d'assurance vie. J'ai contacté ma compagnie d'assurance, Assurance Vie État, où j'avais une police d'une valeur de 830 000 € depuis 20 ans. Ma gestionnaire de police, Adriana, s'occupait de mon compte depuis le début et connaissait parfaitement ma situation familiale. Monsieur Castillo, changer le bénéficiaire d'une police aussi substantielle nécessite une documentation spécifique, a-t-elle expliqué lorsque je l'ai informée de mes intentions. Êtes-vous absolument certain de vouloir retirer votre fils comme unique bénéficiaire? Adriana, je suis plus sûr de cela que de toute autre décision que j'ai jamais prise. Je veux que le bénéficiaire soit la Fondation Elena Castillo pour la recherche sur le cancer, une fondation au nom de votre femme. Une fondation que je vais créer cette semaine précisément pour canaliser ses ressources dans la lutte contre la maladie qui a emporté Elena. C'est la manière la plus appropriée d'honorer sa mémoire. Le processus de changement de bénéficiaire a été achevé en 40 minutes. Alejandro était passé de bénéficiaire de 830 000 € à ma mort à ne recevoir absolument rien. Et le meilleur, c'est qu'il n'avait aucun moyen de le savoir avant qu'il ne soit trop tard pour revenir en arrière. À 14 heures, je suis allé à la banque pour modifier le plan de retraite de mon entreprise. En 40 ans de travail, j'avais accumulé un fonds de pension évalué à 550 000 €, de l'argent initialement destiné à compléter l'héritage d'Alejandro. Le conseiller financier, Thomas, a examiné avec moi toutes les options disponibles pour changer la destination de ces fonds. Monsieur Castillo, vous pouvez désigner de nouveaux bénéficiaires, mais vous avez aussi la possibilité de convertir le plan en une rente viagère qui expire à votre décès, a-t-il expliqué. De cette façon, personne ne peut réclamer ces fonds après votre départ. La 2e option me semble parfaite. Je ne veux pas qu'un seul euro de mon travail de plus de 4 décennies finisse entre les mains de quelqu'un qui ne le mérite pas. Pendant que nous remplissions les formalités, j'ai reçu le premier signe qu'Alejandro commençait à se rendre compte de sa situation. Mon téléphone a vibré avec un SMS qui m'a donné des frissons. « Papa, il se passe quelque chose de bizarre avec mes comptes bancaires. On peut parler ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. J'attendais ce moment depuis des jours et je voulais qu'Alejandro ressente toute l'anxiété de ne pas comprendre ce qui se passait. Après ce qu'il m'avait fait, il méritait de ressentir au moins une fraction de l'angoisse que j'avais vécue en découvrant sa trahison. À 16 heures, j'ai achevé le dernier changement important de mon plan, la modification des procurations. Pendant des années, Alejandro avait eu un pouvoir limité pour agir en mon nom dans certaines affaires financières, une précaution qu'Elena et moi avions prise en pensant à ma vieillesse. De retour à l'étude de Patricio, nous avons formellement révoqué tous les pouvoirs qu'Alejandro avait sur mes affaires. Plus important encore, nous avons établi de nouveaux pouvoirs en faveur de Maître Ramirez, mon avocat, qui aurait une autorité complète pour gérer mes affaires si je devenais un jour incapable. Alejandro n'a plus aucune autorité légale sur votre patrimoine, a confirmé Patricio après avoir finalisé tous les documents.
S'il tentait d'utiliser un document antérieur, il commettrait un autre délit d'usurpation. Quand je suis sorti de l'étude notariale au crépuscule, je portais des copies de tous les documents qui venaient de changer radicalement l'avenir financier d'Alejandro en l'espace de 8 heures. Je l'avais complètement éliminé de mon testament, de mon assurance vie, de mon plan de retraite et de toute autorité légale sur mes décisions. Mon téléphone avait reçu 6 autres messages d'Alejandro pendant l'après-midi, chacun plus urgent que le précédent. « Papa, j'ai besoin de te parler d'urgence. La banque m'a dit qu'il y a des problèmes avec mon compte. Tu sais quelque chose? Papa, s'il te plaît, réponds. Il se passe quelque chose de très grave. Pourquoi tu ne réponds pas? Je suis inquiet, papa. Ils ont annulé mes cartes de crédit et je ne comprends pas pourquoi. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin de ton aide. » Cette progression de messages m'a montré exactement ce à quoi je m'attendais. Alejandro commençait à comprendre que son monde de luxe s'effondrait, mais il n'avait pas encore fait le lien entre les événements et ses propres actions criminelles. Cette nuit-là, en dînant seul dans la cuisine où Elena préparait ses spécialités culinaires, j'ai réfléchi à ce que j'avais accompli en moins d'une semaine. J'avais monté un dossier juridique solide contre Alejandro, récupéré le contrôle des fonds volés, supprimé son accès à toutes les ressources financières et entièrement réécrit mon héritage pour l'exclure de tout bénéfice futur. Mais je savais que le plus difficile était à venir. Bientôt, Alejandro comprendrait que j'avais découvert sa fraude et je devrais affronter la conversation la plus douloureuse de ma vie, expliquer à mon fils qu'il avait irrémédiablement détruit notre relation et qu'il devrait vivre avec les conséquences d'avoir trahi la mémoire de sa mère. Le téléphone a de nouveau sonné à 21 heures. Cette fois, j'ai décidé de répondre. Il était temps qu'Alejandro commence à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait fait et les conséquences qu'il devrait affronter. La phase silencieuse de ma réponse était terminée. La confrontation directe commençait. « Allô » ai-je répondu au téléphone avec un calme qui contrastait délibérément avec l'urgence que j'avais décelée dans les messages d'Alejandro toute la journée. « Papa, Dieu merci tu réponds. » La voix d'Alejandro était agitée, presque désespérée. « Il faut que tu m'expliques ce qui se passe. Il y a quelque chose de très bizarre avec tous mes comptes. » « Quelque chose de bizarre? Explique-moi exactement quel genre de problème tu rencontres, Alejandro. » « Eh bien, ce matin, j'ai essayé de payer le petit déjeuner à l'hôtel et ma carte a été refusée. J'ai pensé que c'était une erreur du système, mais j'ai ensuite essayé les 3 autres cartes et elles ont toutes été refusées aussi. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer assez longtemps pour qu'Alejandro ressente le malaise. Et qu'est-il arrivé d'autre? Je suis allé à la banque et ils m'ont dit que mon compte principal est, comment ils ont dit, restreint temporairement par ordonnance du tribunal. Tu sais quelque chose à ce sujet? Parce que franchement, papa, je commence à penser que quelqu'un essaie de me nuire. L'ironie de ces paroles m'a frappé comme une gifle. Alejandro, qui avait falsifié des documents pour voler l'héritage de sa mère décédée, se croyait maintenant victime d'un complot. Alejandro, as-tu envisagé la possibilité que ces problèmes soient liés à quelque chose que tu as fait? Quelque chose que j'ai fait? Papa, je ne comprends pas de quoi tu parles. Je n'ai rien fait de mal. J'ai été complètement transparent avec toi sur l'héritage de maman. Complètement transparent? Ma voix a pris un ton plus froid. En es-tu certain? Je pouvais entendre Alejandro respirer plus lourdement de l'autre côté de la ligne. Sa confiance commençait à s'effriter, même s'il ne comprenait pas encore tout à fait pourquoi. Papa, je ne sais pas ce que tu insinues, mais j'ai besoin de ton aide maintenant. Je n'ai pas accès à mon argent. On m'a expulsé de l'appartement parce qu'apparemment il y a des problèmes avec les paiements, et ma voiture est saisie dans le parking. C'est comme si quelqu'un avait décidé de ruiner ma vie du jour au lendemain. Et tu n'as aucune idée de qui pourrait être derrière tout ça. Non, c'est pour ça que je t'appelle. J'ai pensé que peut-être tu avais des problèmes similaires ou que tu connaissais quelqu'un qui pourrait m'aider à résoudre cette situation. La naïveté d'Alejandro était stupéfiante. Après des mois à dépenser généreusement l'argent volé, à m'humilier publiquement et à souhaiter que je meure de faim, il croyait sincèrement que j'accourais à son secours alors que ses crimes avaient enfin des conséquences. Alejandro, avant de pouvoir t'aider, j'ai besoin que tu me clarifies quelque chose de très important. Es-tu absolument certain que tous les documents relatifs à l'héritage de ta mère sont authentiques et légitimes? Le silence s'est étendu pendant près de 20 secondes. Je pouvais imaginer Alejandro de l'autre côté, probablement assis dans le hall d'un hôtel, commençant à comprendre que son père en savait plus qu'il ne l'avait montré.
Papa. Bien sûr qu'ils sont authentiques. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que, mon fils, j'ai eu le temps d'examiner très attentivement tous les documents originaux qu'Elena et moi gardions dans notre coffre-fort. Un autre silence, plus long cette fois. Quand Alejandro a repris la parole, sa voix avait complètement changé. Le désespoir précédent avait été remplacé par quelque chose qui ressemblait à de la panique contrôlée. Je ne comprends pas à quoi tu fais référence. Je pense que tu comprends parfaitement à quoi je fais référence. La question est de savoir si tu as l'honnêteté de l'admettre ou si tu vas continuer cette farce jusqu'au bout. Papa, tu parles par énigme et je ne comprends pas. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le clairement. L'arrogance résiduelle dans sa voix confirmait qu'Alejandro croyait encore pouvoir manipuler la situation. Même face à la preuve que je connaissais la vérité, il essayait toujours de maintenir sa version des faits. Très bien, Alejandro. Je vais te le dire avec une clarté totale. J'ai pris une profonde inspiration avant de prononcer les mots qui allaient changer notre relation pour toujours. Je sais que tu as falsifié la signature de ta mère sur le testament. Je sais que tu as inventé un document daté d'après sa mort. Et je sais que tu as volé 4,3 millions d'euros qui m'appartenaient légalement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre la respiration irrégulière d'Alejandro, probablement pendant que son esprit traitait le fait que son plan avait été complètement découvert. Ça. C'est une accusation très grave, papa. Ce n'est pas une accusation, Alejandro. C'est un fait prouvé par une analyse graphologique professionnelle et étayé par une ordonnance du tribunal. Les problèmes que tu rencontres ne sont ni des coïncidences ni des erreurs bancaires. Ce sont les conséquences juridiques directes de tes crimes. Mes crimes? La voix d'Alejandro a monté d'une octave. Tu es fou? Je n'ai commis aucun crime. Le testament de maman est tout à fait légitime. Le testament que tu m'as montré est daté du 5 décembre 2023. Ta mère est morte le 14 novembre 2023. Comment expliques-tu cette différence de date? Cette fois, le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Quand il a finalement parlé, Alejandro avait adopté un ton complètement différent, agressif et menaçant. Écoute, papa, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ça a été trop loin. J'ai peut-être fait une petite erreur avec les dates, mais ça ne change pas le fait fondamental. Maman voulait que j'hérite de son argent. Une petite erreur, Alejandro? Falsifier un document testamentaire est un crime grave passible d'années de prison. Prison? Sa voix s'est légèrement brisée. Papa, c'est ridicule. Je suis ton fils. Tu ne vas pas m'envoyer en prison pour un malentendu familial. Tu n'es plus mon fils. Les mots sont sortis de ma bouche avec une froideur qui m'a surpris moi-même. Mon fils aurait respecté la mémoire de sa mère. Mon fils n'aurait jamais volé de l'argent sur sa tombe. Mon fils n'aurait pas souhaité que je meure de faim après avoir commis ces crimes. C'est de la folie. Tu es complètement fou. Ce qui est de la folie, Alejandro, c'est de croire que tu pouvais t'en tirer en me volant et en m'humiliant sans conséquence. Ce qui est de la folie, c'est de penser que ta mère serait fière de te voir dépenser son argent dans les casinos et le luxe tout en souhaitant que son mari meure de faim. Je n'ai jamais dit ça. Non. Tu ne te souviens pas m'avoir dit, j'espère que tu mourras de faim sans un sou, vieil avare? Parce que moi, je me souviens de chaque mot de cette conversation. Alejandro a commencé à hyperventiler de manière audible. Papa, s'il te plaît, écoute-moi. Peut-être. Peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être que j'ai pris des décisions impulsives, mais tu peux m'aider à arranger ça. On peut rendre l'argent. On peut. Il n'y a pas de on dans cette situation, Alejandro. L'argent a déjà été récupéré par ordonnance du tribunal. Tes comptes sont gelés parce qu'ils contenaient des fonds d'origine frauduleuse. Le contrat de ton appartement a été annulé parce que le loyer était payé avec de l'argent volé. Ta voiture a été saisie pour la même raison. Tu as fait tout ça? J'ai présenté les preuves à un tribunal. Le système judiciaire a fait le reste. Tu es mon père. Tu es censé me protéger, pas me détruire. L'hypocrisie de ces paroles m'a rempli d'une colère que je contenais depuis des semaines. Te protéger? Comment as-tu protégé la mémoire de ta mère quand tu as falsifié sa signature? Comment m'as-tu protégé quand tu as souhaité ma mort après m'avoir volé? Papa, s'il te plaît.
Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. Je suis ton seul fils. Tu ne peux pas me faire ça. Je le peux, et je l'ai fait. Et il y a autre chose que tu dois savoir. J'ai fait une pause, me préparant pour le coup de grâce de cette conversation. Je t'ai aussi complètement retiré de mon testament, de mon assurance vie et de mon plan de retraite. Quand je mourrai, tu ne recevras pas un seul euro de mon patrimoine. Le cri qu'a poussé Alejandro était primitif, animal. C'était le son d'un homme qui comprenait enfin qu'il avait tout perdu à cause de sa propre cupidité et de sa cruauté. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. J'ai des droits. Tu avais des droits. Tu les as perdus quand tu as décidé de trahir ta famille. Les vivants comme les morts. L'appel s'est terminé brusquement quand Alejandro a raccroché, probablement incapable de traiter l'ampleur des conséquences auxquelles il était confronté. Mais je savais que ce n'était que le début. Son monde s'effondrait, et les prochaines heures lui montreraient exactement à quel point il avait perdu de pouvoir en sous-estimant son père. Les 24 heures suivantes ont été un tourbillon d'appels désespérés qui ont documenté la désintégration complète du monde artificiel qu'Alejandro avait construit avec l'argent volé à sa mère. Mon téléphone a commencé à sonner à 6 heures du matin le mardi 29 avril et n'a cessé de sonner obsessionnellement pendant des heures. « Papa, s'il te plaît, reconsidère », a supplié Alejandro lors du premier appel de la journée. Sa voix était rauque, comme s'il avait passé la nuit à pleurer. « Tu ne peux pas détruire la vie de ton unique fils pour un malentendu. Il n'y a pas de malentendu, Alejandro. Il y a des documents falsifiés et de l'argent volé. Il y a un fils qui a souhaité la mort de son père après avoir commis ces crimes. Je suis à la rue, tu comprends? On m'a expulsé de l'hôtel parce que ma carte de crédit a été refusée. J'ai dormi sur un banc dans un parc. » L'image d'Alejandro, qui une semaine auparavant publiait des photos de dîner à 500 €, dormant dehors, aurait dû m'inspirer une compassion paternelle. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction de voir la justice se manifester enfin. Tu aurais dû penser à ses conséquences avant de falsifier la signature de ta mère décédée. Le deuxième appel est arrivé à 8 heures du matin. Cette fois, Alejandro avait adopté une stratégie différente, l'intimidation. « Papa, j'ai engagé un avocat. Il m'a dit que ce que tu as fait est illégal. Tu ne peux pas geler les comptes d'un héritage légitime sans un processus judiciaire complet. » Ah oui? Et comment as-tu payé cet avocat si tous tes comptes sont gelés? Un silence révélateur a suivi ma question. Alejandro n'avait clairement pas pensé à cette contradiction logique. Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tu vas faire face à des conséquences juridiques pour ça. Alejandro, le seul qui va faire face à des conséquences juridiques, c'est toi, pour falsification de documents, fraude aggravée et vol d'héritage. Mon avocat estime entre 3 et 6 ans de prison. Le troisième appel, à 10 heures, a révélé qu'Alejandro avait commencé à contacter d'autres membres de la famille pour chercher du soutien ou, plus probablement, de l'argent. J'ai parlé à oncle Ramon, a-t-il dit, se référant au frère cadet d'Elena. Je lui ai raconté toute la situation et il est prêt à m'aider financièrement jusqu'à ce que nous résolvions ce problème. Lui as-tu dit que tu as falsifié la signature de sa sœur décédée pour voler son héritage? Je lui ai expliqué qu'il y a eu un malentendu avec certains documents. Et que tu exagères à cause du chagrin. La manipulation d'Alejandro ne connaissait aucune limite. Alejandro, Ramon sait déjà la vérité. Je lui ai envoyé des copies de toutes les preuves médico-légales hier soir. Un autre silence, puis une explosion de colère qui a révélé la vraie personnalité de mon fils. Tu es un fils de... Comment peux-tu faire ça à ton propre sang? Maman aurait honte de toi. Ta mère aurait honte du voleur que tu es devenu. L'appel suivant, à midi, montrait un Alejandro complètement désespéré. Papa, je n'ai pas mangé depuis hier. Je n'ai pas un seul euro en espèces. S'il te plaît, donne-moi juste de l'argent pour survivre pendant qu'on arrange ça. Où sont les 750 000 € que tu as dépensés en crypto-monnaie? Où sont les 450 000 € que tu as perdus au casino? Où est l'argent que tu as dilapidé en luxe pendant que tu planifiais ma famine? Ça. C'était différent. C'était mon argent. C'était l'argent de ta mère décédée que tu as volé en falsifiant sa signature. Les appels sont devenus plus fréquents l'après-midi. À 14 heures, 15 heures, 16 heures. Chacun plus désespéré que le précédent. Lors de l'appel de 17 heures, il a de nouveau changé de stratégie,
essayant de faire appel à la mémoire d'Elena. Papa, maman n'aurait pas voulu ça. Elle aurait voulu que nous soyons une famille unie, surtout après sa mort. Ta mère n'aurait pas voulu non plus que tu falsifies sa signature pour me voler. Mais ça ne t'a pas arrêté. Le 6e appel de l'après-midi a été interrompu par un événement qui a considérablement accéléré la situation. Alejandro a été contacté par la police pour un interrogatoire officiel sur les accusations de falsification de documents. Papa. 2 policiers sont venus me chercher. Ils m'ont dit que je dois me présenter au commissariat demain pour faire une déposition sur des accusations criminelles. C'est toi qui as fait ça? J'ai présenté les preuves au tribunal. Le parquet a décidé de porter plainte sur la base des preuves. Tu ne peux pas envoyer ton propre fils en prison. Ce n'est pas moi qui t'envoie en prison, Alejandro. Ce sont tes propres actions criminelles qui ont des conséquences juridiques. Le 7e appel, à 20h, était le plus pathétique de tous. Alejandro avait commencé à pleurer de manière incontrôlable. Papa, je suis vraiment désolé. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que j'ai pris des décisions terribles, mais je suis ton fils. Ton seul fils. Tu ne peux pas m'abandonner comme ça. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une pointe de douleur paternelle. Mais je me suis souvenu des mots qu'il m'avait dit, j'espère que tu mourras de faim sans un sou, vieil avare. Les appels ont continué toute la nuit. À 6h du matin le mercredi 30 avril, Alejandro m'avait appelé exactement 247 fois en 24 heures. 247 supplications de pardon d'un homme qui était passé de millionnaire avec de l'argent volé à sans-abri en moins d'une semaine. Le dernier appel de ce marathon de désespoir est arrivé à 6h15. Alejandro semblait complètement vaincu. Papa, je n'en peux plus. Je n'ai plus la force de me battre. Tu as gagné. Il ne s'est jamais agi de gagner ou de perdre, Alejandro. Il s'agissait de justice et de conséquences. Que va-t-il m'arriver maintenant? Tu vas faire face aux conséquences juridiques de tes crimes. Tu vas apprendre à vivre sans l'argent que tu as volé. Et tu vas découvrir si tu es capable de devenir l'homme que ta mère aurait voulu que tu sois, ou si tu resteras le voleur que tu es devenu. A-t-il une chance qu'un jour tu puisses me pardonner? La question m'a frappé comme un coup de poing. Le pardon se gagne par des actions, pas par des mots, Alejandro. Et tes actions ont montré qui tu es vraiment. Quand j'ai raccroché, je savais que la phase la plus intense de ma confrontation avec Alejandro était terminée. 247 appels au pardon ne pouvaient effacer les mots cruels qu'il avait prononcés ni les crimes qu'il avait commis. Mais peut-être, pourraient-ils être le début d'une véritable transformation qui honorerait la mémoire d'Elena. Seul le temps le dirait. Le jeudi 1er mai, vers 15h, j'ai entendu la sonnette de ma porte retentir avec insistance. Quand j'ai ouvert, j'ai trouvé mon fils dans un état que je n'aurais jamais imaginé. Alejandro, toujours méticuleux, était débraillé, mal rasé, portant les mêmes vêtements froissés depuis des jours. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Papa, murmura-t-il, la voix brisée. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Nous devons parler. Je l'ai observé pendant plusieurs secondes. Si tu veux parler, tu peux le faire d'ici. Tu n'entreras pas dans la maison que tu as essayé de me voler. Alejandro s'est littéralement effondré, tombant à genoux sur mon seuil. Papa, tu as raison sur tout. J'ai falsifié la signature de maman. J'ai inventé un faux testament. J'ai volé l'argent qui t'appartenait légalement. Tout ce que tu as découvert est vrai. Entendre ces mots, même si je m'y attendais, m'a frappé avec une force émotionnelle inattendue. Et pourquoi l'as-tu fait? J'avais des dettes, papa. Des dettes de jeu que je ne t'avais pas racontées. Je jouais depuis des années, perdant de l'argent que je n'avais pas. Quand maman est morte, je devais près de 180 000 € à des gens très dangereux. Des prêteurs sur gage. Ils m'ont dit que si je ne payais pas avant Noël, ils allaient me faire beaucoup de mal. Cette révélation a ajouté une nouvelle dimension à sa trahison. Il n'avait pas seulement volé par cupidité, mais pour se sauver des conséquences d'une addiction qu'il avait cachée pendant des années. Alors tu as décidé de voler ta mère pour payer tes dettes de casino? Au début, je pensais que je pourrais obtenir un prêt en utilisant l'héritage comme garantie. Mais quand j'ai vu le vrai testament de maman, j'ai paniqué. J'ai rencontré quelqu'un qui se spécialise dans les documents. Il m'a coûté 4 500 € pour créer le faux testament. Il a baissé la tête, incapable de me regarder.
Après avoir payé mes dettes, il restait plus de 4 millions. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. J'ai commencé à dépenser. L'appartement, la voiture. C'était comme une drogue. J'ai perdu presque tout en crypto-monnaie en une semaine, puis j'ai essayé de récupérer l'argent au casino. Chaque perte m'a fait parier davantage. Et quand tu as souhaité que je meure de faim? Il a couvert son visage de ses mains et a commencé à sangloter. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je t'ai dit ça. J'étais désespéré. Je savais que tu commençais à soupçonner. J'ai pensé que si je t'intimidais, tu arrêterais de poser des questions. J'ai souhaité ta mort, Alejandro. Ton propre père. Je sais, et j'ai plus honte de ces mots que de tout ce que j'ai fait. Ses larmes semblaient sincères, mais l'ampleur de sa trahison avait créé un abîme entre nous. Alejandro, comprends-tu que tu as profané la mémoire de ta mère? Tu as utilisé sa tombe comme une opportunité commerciale. Oui, je le comprends. Et je comprends que tu ne pourras probablement jamais me pardonner. Je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu pour que tu saches toute la vérité. Même si mes actions sont impardonnables, je n'ai jamais cessé de t'aimer en tant que père. M'aimais-tu quand tu as falsifié la signature de ma femme décédée? Non. À ce moment-là, la peur et le désespoir avaient tout remplacé, y compris mon amour pour toi et mon respect pour maman. Et maintenant que tu as tout perdu, l'amour est commodément revenu. L'amour n'est jamais complètement parti, papa. Il était enfoui sous des couches de panique, de cupidité et de bêtise. Mais être à la rue ces derniers jours, n'avoir rien, faire face à la prison. Ça m'a fait me souvenir de ce qui compte vraiment. Il a séché ses larmes. Mon avocat commis d'office dit qu'avec les preuves que tu as présentées, je risque probablement entre 2 et 4 ans de prison. Si je coopère pleinement, je pourrais obtenir une peine avec sursis. Alejandro, ai-je dit finalement. Je veux que tu comprennes quelque chose très clairement. L'argent a été restitué. Il n'y a pas de retour en arrière. Et bien que j'apprécie ta confession, elle ne change pas les conséquences. Tu as détruit notre relation père-fils d'une manière qui pourrait être irréparable. Je le comprends, papa, a-t-il dit en hochant la tête. J'espère juste qu'un jour, peut-être dans des années, tu pourras trouver un moyen de me pardonner assez pour me laisser essayer d'être le fils que j'aurais toujours dû être. Quand j'ai fermé la porte, je savais que le moment était venu de prendre la décision finale sur l'avenir de ma relation avec Alejandro. Cette nuit-là, j'ai longuement réfléchi. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Maître Ramirez. Alejandro s'était rendu volontairement à la police après notre conversation et avait tout avoué. Le procureur était prêt à négocier une peine, 18 mois de prison avec sursis, 5 ans de mise à l'épreuve, et une amende supplémentaire équivalente à 20% du montant volé, soit près d'1 million d'euros, qu'il devrait rembourser à l'État sur des années. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre appel, cette fois du directeur d'un centre de désintoxication pour joueurs compulsifs. Alejandro s'y était présenté volontairement, demandant à être admis au programme résidentiel le plus rigoureux, un traitement intensif de 6 mois. Il n'avait aucun moyen de payer, et le directeur me demandait si j'étais prêt à couvrir les 23 000 euros de frais. Cette demande m'a placé dans une position extraordinairement complexe. Financer sa réhabilitation pouvait être une autre manipulation, ou la preuve d'un désir sincère de changement. Après une nuit blanche, j'ai appelé le centre. J'ai accepté de payer, mais à des conditions très strictes. Premièrement, il devait terminer l'intégralité du programme. Deuxièmement, aucun contact direct ou indirect avec moi pendant ces 6 mois. Troisièmement, à la fin, je recevrai un rapport complet sur ses progrès. Seulement alors, je considérerai la possibilité d'une unique conversation. Le destin de notre relation était désormais entièrement entre les mains d'Alejandro. Les 18 mois suivants se sont écoulés dans un silence absolu entre nous. En juillet 2024, j'ai appris qu'Alejandro avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 5 ans de mise à l'épreuve, avec l'obligation de rembourser l'amende au fil des ans. Pendant ce temps, j'ai reconstruit ma vie. J'ai commencé des cours de peinture, rejoint un club de lecture et fait du bénévolat. En février 2025, j'ai officiellement créé la Fondation Elena Castillo pour la recherche sur le cancer du pancréas, en y allouant 2 millions d'euros de mon patrimoine. C'était sa véritable héritage. Je recevais des rapports mensuels du centre de désintoxication. Le patient participe activement. Montre des progrès significatifs. A obtenu une certification en menuiserie.
a commencé un travail rémunéré au sein du centre, consacrant 50% de ses revenus au paiement de son amende. En mai 2025, le directeur m'a appelé. Alejandro avait terminé le programme avec succès, montrant une transformation profonde et authentique. Il n'avait jamais exprimé d'attente de pardon, se concentrant uniquement sur sa propre réhabilitation. Le directeur m'a recommandé d'envisager la conversation que j'avais promise. Le lundi 18 mai 2025, à 10 heures précises, je suis arrivé au centre de désintoxication. Quand Alejandro est entré dans la pièce, j'ai eu du mal à le reconnaître. Il était calme, digne, vêtu simplement de vêtements de travail. Ses mains portaient les callosités d'un travail physique. « Papa, dit-il simplement. Merci de m'avoir donné cette opportunité. »« Alejandro, ai-je répondu. Tu as 2 heures pour me montrer si ta transformation est authentique. » Il m'a raconté sa nouvelle vie sans aucune trace d'apitoiement. Je travaille comme menuisier et électricien certifié depuis 8 mois. Je gagne 1200 € par mois. 600 vont directement à l'État pour l'amende, les 600 autres couvrent mes frais de subsistance. Je vis dans une chambre partagée, je vais aux réunions des joueurs anonymes 3 fois par semaine et je fais du bénévolat le week-end dans une soupe populaire. Il m'a dit qu'il le faisait pour se souvenir constamment où mène l'autodestruction. Puis il a ajouté quelque chose qui m'a complètement surpris. Chaque mois, je donne 50 € de mon salaire à la fondation Elena Castillo que tu as créée. C'est tout ce que je peux me permettre, mais je veux contribuer à préserver son héritage positivement. À la fin des 2 heures, il m'a regardé droit dans les yeux. Papa, quoi que tu décides, je veux que tu saches que ces 18 mois m'ont appris à être l'homme que maman aurait voulu que je sois. Si nous ne nous revoyons jamais, je mourrai au moins en sachant que j'ai finalement honoré sa mémoire par mes actions, au lieu de la profaner. En quittant le centre, je savais que j'avais assisté à une véritable transformation. 2 semaines plus tard, j'ai envoyé une lettre à Alejandro, autorisant une communication limitée une fois tous les 6 mois, à condition qu'il poursuive sa réhabilitation et son travail honnête. Ce n'était pas un pardon complet ni la restauration de notre relation. C'était la reconnaissance que les gens peuvent vraiment changer et que la justice doit inclure la possibilité de rédemption pour ceux qui la méritent vraiment. L'argent d'Elena resterait à jamais dans la fondation qui portait son nom. Alejandro continuerait de payer ses dettes pendant les 14 prochaines années. Et moi, je continuerai à vivre, honorant la mémoire d'Elena par des actions positives, au lieu d'une amertume perpétuelle. Nous avions trouvé un moyen de coexister qui respectait à la fois la justice et la compassion, exactement comme Elena nous l'aurait appris. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos pensées dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci de nous avoir regardés.